Si ton salaire il est de 7000 aujourd'hui et que dans 7 ans tu vas aller tomber à 2000 pour quitter ton travail, je comprends pas trop en fait l'intérêt pour toi. Ok, en fait tu t'es fait pigeonner quoi, t'étais le mec qui a acheté tout en haut et ouais. Attention à ça. T'as quand même 41% de tes revenus qui dépendent d'une boîte. Et d'une boîte qui est dans l'énergie, donc qui est quand même très cyclique. Bonjour et bienvenue sur cette deuxième analyse de portefeuille d'un membre Invest. Sur sa demande, on va analyser son profil, sa stratégie, ses objectifs et enfin ses portefeuilles. On va voir ce qui est bien, ce qui l'est moins et comment on peut optimiser tout ça. Bien évidemment, ce n'est pas du conseil en investissement, c'est simplement moi en train de donner mon avis personnel. Si vous aussi, ça vous intéresse qu'on analyse vos portefeuilles dans une vidéo comme celle-ci, je vous mets dans la description un lien vers un formulaire à remplir. Et sur ce, c'est parti. Alors, notre investisseur a le pseudo de Natsuko, il a 28 ans, il est célibataire, il n'a pas d'enfant et il n'a aucune personne à charge. Donc il est salarié, résident fiscal en France avec un revenu net mensuel de 7200 € et il épargne 3000 € par mois. Bien joué Natsuko. Alors donc c'est plutôt un jeune investisseur, donc il investit depuis entre 1 et 5 ans, et il a 2 portefeuilles, donc aujourd'hui on va jeter un œil à 2 portefeuilles, donc il a un portefeuille liberté financière, où grosso modo le sommaire c'est il va aller cibler des actions qualité avec un bon potentiel de dividendes, et un portefeuille boost, qui est un portefeuille de crypto, pour maximisation de l'APV. Donc là si on va sur son profil Invest, donc on voit effectivement les 2 portefeuilles, donc on va rentrer dans les détails. Et sa description à Natsuko, c'est qu'il va casser la baraque. Et on espère bien. Alors, on va commencer par le portefeuille action, liberté financière. Voir un peu sa stratégie et ses objectifs. Donc, j'achète des entreprises qualité avec un bon potentiel de dividendes, majoritairement avec une bonne croissance du free cash flow. Donc, je profite de mon jeune âge dans le but qu'un jour, la croissance aura rattrapé l'avance qu'ont les entreprises de valeur. Alors, j'ai pas très bien compris cette phrase. Tous les mois, je sélectionne entre 2 et 4 entreprises de mon portefeuille que je renforce. Donc après ça, j'investis entre 3000 et 3500 € sur les meilleures opportunités de mon portefeuille. Et j'ai pour objectif de vivre de mes dividendes d'ici 7 ans idéalement. Toutefois, j'envisage de continuer à travailler pendant encore 10 ans si mes revenus liés à mes dividendes ne sont pas suffisants d'ici là. Mon objectif est, comme toi Sébastien, de pouvoir générer 2000 € de dividendes nets d'impôts tous les mois. Ok, Natsuko, on va aller voir ça. On va aller voir ton portefeuille, donc liberté financière. Ok, donc on a un PF de 104 000 € en valeur, avec une PV latente positive, 35%, donc 27 000 €. T'as actuellement un revenu annuel de 2300 € à peu près, un revenu qui augmente en moyenne de 18% par an. C'est propre. Un rendement de 2,2% et un rendement sur coût de presque 3%. Et là, j'aime bien ce que je vois, parce que le rapport rendement / augmentation du dividende est excellent. T'as un bêta qui est autour de la moyenne, légèrement volatile par rapport au marché. Donc t'as créé ton portefeuille, en tout cas sur Invest, depuis août 2023, donc ça fait 2 ans. Et c'est top, jusqu'à maintenant t'as jamais connu la moins-value. Ok, donc on va voir combien t'as d'actions. T'as 14 actifs, c'est du stock picking, hein, je pense qu'il y a pas d'ETF, ouais. 14 actifs en stock picking, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est un juste milieu, il y en a pas peu, il y en a pas beaucoup. C'est tip top entre 10 et 15 en fait pour avoir le temps de bien analyser chaque boîte, de les surveiller, de bien les connaître. En tout cas c'est top. Juste avant de voir le détail des actifs, donc par rapport à ton objectif que tu disais, on va voir un peu sur la projection, parce qu'on a déjà toutes les datas. Tu m'as dit que dans 7 ans, tu voulais les 2000 €, donc là, on va voir ce que ça donne jusqu'à maintenant. Donc là, si c'est la projection des revenus, donc si on met sur une période de 10 ans, donc avec tes données à l'instant T, hein, et que tu contribues et que tu mets 3000 et que tu réinvestis tes dividendes. Ok, donc ça nous donne ça. Et dans 7 ans, 2033 à peu près, je pense, tu seras à 27 243 €. Tu seras en fait aux 2000 € par mois. Alors je sais pas si c'est net ou brut ce que tu as mis dans ton portefeuille, les rendements. Mais en tout cas, théoriquement, tu atteindras en fait ton objectif d'ici 7 ans. Donc c'est très bien. Parce que ça montre que, en théorie, tu places déjà bien ton portefeuille maintenant pour l'objectif que tu veux atteindre. Alors bien sûr, ça reste théorique,
parce que tout ça c'est basé sur un chiffre qui est quand même une croissance des revenus de 18% par an en moyenne. C'est intenable sur autant d'années. Donc là, je pense que parce que tu investis sur des belles boîtes qui ont des belles croissances, pardon. Mais voilà, il faut savoir que sur le long terme, c'est intenable d'avoir du 18% par an. Mais en tout cas, en théorie, ton portefeuille est super bien placé. Parfait. On va voir donc les actifs. Donc là, c'est trié par plus-value. Du Broadcom, du Meta, du Microsoft, du BlackRock, de l'Alphabet. Bon, là, jusqu'à maintenant, on est un peu sur la crème de la crème. Parex Resources, donc c'est une boîte canadienne qui fait de l'énergie, donc qui fait de l'exploration gazière, je pense, ou pétrolière. Qui a un super rendement de presque 10%. Et ça te donne le gros paquet de tes revenus. T'as 857 € de revenus annuels grâce à cette action. T'as du Visa, t'as du MSCI, t'as du Prologis en immobilier. Là t'as un peu d'européen. T'as de l'évolution AB, donc qui fait des jeux en ligne casino. Donc là on rentre en territoire de moins-value. Donc t'as la grande partie de ton portefeuille qui est en plus-value. Donc t'as juste 5 actions qui sont en moins-value. T'as Evolution, t'as Hermès, t'as Realty Income, encore une fois de l'immobilier. T'as Landbridge aux États-Unis, donc qui fait aussi de l'exploration pétrolière spécialisée dans le Texas. Et t'as LVMH, donc ta position avec la plus grosse moins-value, moins 21%. Alors là, je vois que tes actions sont mélangées. Alors je sais pas si c'est comme ça que ton portefeuille, c'est à ça que ressemble ton portefeuille sur ton courtier, ou si tu les as tous mélangés sur un PF sur Invest pour une meilleure lisibilité. Mais voilà, t'as 3 actions européennes, je crois, donc Hermès, Evolution et LVMH. Ça serait peut-être intéressant de les avoir dans un PEA si ce n'est pas déjà fait, parce que là c'est dommage de pas profiter de la fiscalité du PEA pour ces 3 actions. J'espère qu'elles sont pas dans un CTO mélangé avec les autres actions. Ok, ensuite tu nous parlais de qualité. Donc t'investissais selon un facteur en fait de qualité, selon un critère de qualité. Donc pour ceux qui savent pas, en bourse, quand on dit qu'une entreprise est de qualité, c'est une entreprise qui généralement va répondre à 2 critères. C'est une boîte qui a une excellente santé financière, c'est-à-dire qui a un très bon bilan, qui a un peu d'endettement, ou si elle a un endettement, il est très bien maîtrisé. Et le deuxième critère, ça va être la rentabilité. C'est une boîte qui est très efficace. Ses marges sont élevées, stables ou en croissance. Et son efficacité en fait dans ses investissements, donc tout ce qui est retour sur actifs, retour sur capital investi, elle va avoir en général une bonne qualité en fait d'exécution dans ses investissements. Donc en général, quand on dit une boîte est de qualité, c'est une boîte qui va avoir ces 2 critères-là. Donc pour voir un peu en fait où t'en es sur ça, on va aller sur les insights, on va aller sur le spectre des scores. Donc là on va d'abord voir ton score santé. Ok, voilà. Donc clairement, t'as t'es sur le bon prisme en fait. Donc clairement, tu vises vraiment en fait de la qualité. Bon là, t'as une exception qui est Realty Income. Voilà, c'est un peu l'exception parce que tu vois, quand tu regardes sur Realty Income, ça fait un peu 10 ans en fait que l'action stagne. Tu vois là, depuis janvier 2016, on est sur les niveaux de janvier 2016. Donc là, l'action, ça fait 10 ans qu'elle fait du surplace, donc elle est un peu en difficulté en ce moment. Ça fait quelques années que voilà, ça traîne un peu. Donc c'est un peu la seule action que t'as qui va sortir du lot, en tout cas sur la santé. Et ensuite sur le critère rentabilité, donc là également, on est du très bon côté du spectre. On est soit sur de l'excellente rentabilité, soit sur de la bonne rentabilité. T'as juste une exception, donc qui va être Landbridge. On en parlera d'ailleurs de Landbridge parce que faut que je comprenne un peu plus pourquoi t'as acheté cette action. Et donc voilà, tu respectes plutôt bien ton critère de qualité, c'est super. Pour un peu plus de détails donc sur les scores de santé et rentabilité, on va voir un peu comment ils sont calculés. Donc en fait, pour chaque action, Invest va aller prendre différents critères. Donc là on est sur les scores de santé et de rentabilité. Donc là on est sur Realty Income. Santé, on a une note de 6 sur 20. Et en termes de rentabilité, on a une note de 14 sur 20. Donc en fait, on va prendre différents critères pour chaque score et on va calculer avec des pondérations et nos propres algorithmes un score global. Donc au lieu pour chaque action d'aller vérifier la marge brute c'est combien, la marge opérationnelle c'est combien, la marge nette c'est combien, etc. On va tout simplement le faire automatiquement à chaque publication de résultats trimestriels et on va publier une note, un score qui permet en fait d'analyser une action beaucoup plus rapidement. Et donc, ça peut être sympa pour toi, Natsuko, je pense que tu l'utilises d'ailleurs, de continuellement veiller en fait que les scores à chaque publication trimestrielle restent dans les critères que tu veux. Alors ensuite, on retourne un peu sur le PF.
On va aller voir un peu la diversification, ça ressemble à quoi? Donc en termes de position, on est plutôt pas mal. Donc la plus grosse position, ça va être Broadcom qui est à 13%, donc ça va, ça reste tenable. T'es plutôt bien diversifié, t'as quelques convictions qui prennent un peu de place, mais voilà, t'as ni du trop petit ni du trop gros. En termes de secteur, donc voilà, on est plutôt bien sur pas mal de secteurs, suffisamment. Donc t'as le plus gros secteur qui est la conso discrétionnaire, ouais, avec Hermès et LVMH, hein, qui plombe. T'as le combo là des 3 conso discrétionnaires qui est dans le rouge. En termes de rendement, qu'est-ce que c'est? Ok, donc t'es à 2 tiers, 1 tiers à peu près. T'es à 2 tiers où tu vas être sur du rendement faible. Donc là, on va plutôt viser de la croissance de capital, je pense. Et le tiers restant, ça va être rendement moyen élevé, où là, tu vas un peu... T'essayes en fait un peu de, si je regarde bien, tu vois, t'essayes un peu de mixer entre petits dividendes et gros dividendes. Tu vas avoir du Broadcom, du Meta, du Alphabet qui ont des petits dividendes versus des positions où il y a des gros dividendes pour un peu compenser, je pense, style Parex, style Prologis, style Realty Income. D'ailleurs, ça m'intéresse de voir un peu, tu vois, si je fais dans position et que je vais pas par valeur, par revenu annuel. Ouais, voilà, tu vois. Donc t'as Parex qui représente quand même 41% de tes revenus. Attention à ça. Parce que là, t'as quelque chose qui se passe avec Parex qui coupe son dividende. Bon, je pense qu'il est relativement sûr, j'ai pas vu son score. Mais voilà, t'as quand même 41% de tes revenus qui dépendent d'une boîte. Et d'une boîte qui est dans l'énergie, donc qui est quand même très cyclique. Donc c'est pas la sûreté absolue, tu vois. Suivi en plus de Évolution AB, où t'as 10%. Donc t'as la moitié, en fait, de tes revenus qui dépendent de 2 boîtes. Qui sont pas les plus safe, quand même, hein. Évolution AB, donc, qui a quand même beaucoup de difficultés en ce moment. Tu vois, là, ça fait quand même pas mal de temps la situation est un peu compliquée, tu vois. Notamment due aux régulations. Ok. Je pense que t'as posé aussi une question sur ton portefeuille. Donc, je descends ici. Penses-tu qu'il est pertinent que je garde des lignes comme Meta ou Alphabet qui ne versent un dividende que depuis peu? Et de plus, je détiens Amazon car c'est un très bon business et je crois au potentiel de l'entreprise. Seulement, pour l'instant, il ne correspond pas à mon objectif de vivre de mes dividendes. Alors, j'ai pas vu Amazon sur ton portefeuille, donc je pense qu'entre-temps, entre le moment où t'as rempli le formulaire et où cette analyse, donc je pense que tu t'es séparé de Amazon. Je pense que t'as pris la décision tout seul que voilà, tu voulais absolument des actions qui versaient des dividendes. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que je garde Meta et Alphabet? Donc, effectivement, 2 entreprises qui ont, je pense, l'année dernière commencé à verser des dividendes. Donc, qui ont commencé avec des petits rendements. Et donc, tu voulais savoir s'il vaut mieux les garder ou non. Et là, ça dépend. En fait, tu les gardes si tu les vois comme des lignes de croissance de capital et pas comme des lignes de dividendes. Parce que là, il faut être prêt à attendre 5 à 10 ans pour que, en fait, la croissance du dividende soit intéressante pour toi. En tout cas, pour l'objectif que tu veux atteindre. Parce que clairement, ces 2 actions ne vont pas t'aider, en fait, dans les revenus passifs. Si ton objectif, c'est les revenus passifs dans 7 ans, déjà, c'est trop court terme, en fait, pour que ces actions puissent, en fait, avoir le temps de contribuer à ton revenu passif, dans un si court, en fait, délai. Si là, je vais sur, la diversification pour voir, position, donc Meta et Alphabet, donc là c'est des 2e et 3e positions, donc 10% et 10% et demi, 10% et demi. Donc voilà, t'as 21% de ton portefeuille, qui est quand même assez conséquent, qui est basé uniquement sur ces 2 actions qui ne vont pas contribuer en fait à ton revenu, à ton objectif de 2000 € dans 7 ans. Si c'est réellement en fait ton objectif, dans 7 ans avoir ces 2000 €, je pense que la proportion de ces 2 boîtes est un peu élevée. Je pense que je réduirais autour des 15%, mais j'aurais pas 20% de mon PF en fait sur 2 boîtes qui sur court terme ne vont pas en fait contribuer à mon objectif. Mais ça c'est uniquement, et je le répète, si uniquement ton objectif ça va être c'est 7 ans parce que c'est court 7 ans. Et là, on revient à un point qui est pourquoi c'est ton objectif en fait. T'as 28 ans, t'es jeune, tu peux te prendre un max, t'as pas d'enfant, t'as personne à charge, donc tu peux te prendre un max, t'as beaucoup de flexibilité, tu peux te prendre un max de volatilité. Si ton salaire il est de 7000 aujourd'hui, et que dans 7 ans tu vas aller tomber à 2000, pour quitter ton travail, je comprends pas trop en fait l'intérêt pour toi, parce que d'ici 7 ans, si ton niveau de vie va baisser de 7000 à 2000, je pense qu'on va pas dans la bonne direction. Après, c'est que mon avis par rapport à la situation. Tu vois, je connais pas du tout ta situation au complet, ni ton patrimoine au complet. Peut-être que je me trompe. Mais moi, en me basant sur ça, avec ton âge, ta capacité d'épargne, avoir cet objectif si court terme d'avoir 2000 € de dividendes,
ça me paraît pas le plus judicieux, tu vois. Et on en revient en fait à la constitution du portefeuille. Si tu veux remettre en cause justement, si je me permets de remettre en cause ton objectif de partir en retraite anticipée dans 7 ans avec 2000 euros, moi j'irais plutôt sur de la croissance. Vu ton âge et vu que t'as personne à charge et vu ton salaire et ta capacité d'épargne, je partirais plutôt sur un peu plus de risques, tu vois. Les actions qui ont des gros rendements mais qui voilà ne contribuent pas à une croissance forte du capital, du style Parex, du style Prologis, du style Realty Income et Landbridge. Pour moi, ça sauterait, tu vois. Je partirais plutôt sur une maximisation, en fait, de la valeur du portefeuille via de la croissance. Bon, ça va être forcément un peu plus risqué, mais pas forcément risqué, dangereux, tu vois, tout en gardant ton filtre de qualité. Tu vois, si on va, par exemple, sur un screener, tu vois. Ouais, on va s'amuser un peu, tu vois. Si je mets le score, par exemple, santé et le score rentabilité, et que je mets, par exemple, voilà, je veux des très bons et bons scores, très bons et bons, tu vois. Pays, on va rester aux États-Unis et en France. Ok, donc là, évidemment, j'ai le top du GAFAM. T'as des options, en fait, qui sont beaucoup plus intéressantes que Landbridge et Prologis, tout en gardant, en fait, un aspect de qualité dans tes investissements. Donc, l'objectif, ce serait plutôt d'aller sur de la croissance de portefeuille. Et ensuite, une fois que t'as un gros portefeuille, bah là, tu peux convertir vers des actions un peu plus orientées rendement, et là, qui vont te donner du dividende. Après, c'est un changement complet de stratégie, et je me base uniquement sur les chiffres que tu m'as donnés et que j'ai. Donc, évidemment, je connais pas du tout ta situation personnelle au complet, mais voilà, je t'ai juste donné une indication, une piste vers une autre stratégie, tout en ayant en fait répondu à ta question, tu vois. Donc, je répète, donc en gardant ton stratégie, en oubliant tout ce que je viens de dire, oui, tu peux les garder, mais je réduirais peut-être un peu plus le poids de ces deux actions si mon objectif il est de court terme de 7 ans, parce que elles ne contribueront pas en fait assez vite, vu que ça commence avec des tout petits rendements, à ton objectif final. Ensuite, on continue. Alors, on parlait de Boost, donc le portefeuille Boost. Donc c'est simplement un portefeuille crypto. J'ai l'intention de vendre un jour ma crypto-monnaie afin d'investir le montant dans mon compte liberté financière. Ok. Donc j'attends un maximum afin de trouver une solution fiscale qui me convienne, afin d'éviter de payer trop d'impôts dessus. Ok, donc je vais voir le portefeuille. Il est à 37 000 euros. 36 000 euros, qu'est-ce qu'on a là? On a du Solana, attends. Ah ouais, ok, t'as braqué le système. T'as 36 000 euros, plus-value de 32 000, donc t'as investi 4 000. T'as investi 4 000 et le reste c'est de la PV, bravo. Hein. Donc du Solana, ok, donc en fait tout est Solana, quoi. T'as 2 euros de Bitcoin et 140 euros de Trump, où tu t'es fait lessiver sur Trump. Ton prix il est de 52, attends, 7 euros. Ok, en fait, tu t'es fait pigeonner, quoi. T'étais le mec qui a acheté tout en haut et, ouais. T'as perdu combien? 800 euros, 30 euros? Pourquoi tu gardes cette ligne? Supprime-la, cette ligne. Parce que si tu penses que la coin de Trump va remonter aux 52 $, tu te trompes, hein. Supprime-la, cette ligne. Ça te fera de l'espace mental en plus, t'en as pas besoin, tu vois. Tu vas pas, pour sauver 140 euros, c'est bon, supprime la ligne, en plus ça te permet justement d'enregistrer une perte que tu pourras utiliser justement pour réduire tes impôts. Donc Bitcoin, bon 2 euros je compte pas, ok, donc là principalement c'est du Solana, où là t'as acheté du Solana à 15 euros et là t'es à 72 euros, ouais, t'as fait un beau hold-up là, je pense que t'as acheté dans le dip de 2023 je pense, hein. 2023 ou 2021, je pense 2023, et t'as bien profité en fait de ça. Ok, donc l'objectif, si j'ai bien compris, donc toi, c'est pas forcément une conviction dans la crypto. Le but, c'est juste d'investir pour essayer de maximiser en fait la plus-value que tu vas ensuite pouvoir aller contribuer sur ton vrai portefeuille sur ta cœur de stratégie, donc le portefeuille liberté. Alors, si t'as pas d'objectif long terme de détenir ces cryptos et t'y crois à fond, notamment sur Solana, sur laquelle en fait t'as toute ta position et toute ta plus-value, vends, parce que ta position, au moins récupère en fait ce que t'as investi. T'as investi combien? T'as investi 3200 euros, au moins récupère ça. Et pour éviter les impôts, bah là, il y a deux techniques. Et une première technique, c'est que tu les vends pas réellement, mais c'est que tu les convertis en stablecoin.
des l'USDT, l'USDC ou l'euro C par exemple. Et là, en fait, tu passes pas par les impôts parce que ça reste officiellement une crypto, mais au moins, tu as enregistré ta plus-value, tu l'as stabilisée et tu n'as plus de risque dessus. Parce que là, Solana, ça reste un actif très risqué, c'est encore plus risqué. C'est comme on dit que le Bitcoin est risqué, bah Solana est encore plus risqué que le Bitcoin. Bah là, en fait, ça te ferait chier, tu vois, s'il y a un crack sur les cryptos et que tu perds tout, ouais, tu perds 33 000 euros, c'est dommage. C'est dommage. Donc autant en convertir autant que possible, surtout qu'en fait t'as pas d'objectif, l'objectif c'est pas de la détenir sur long terme, donc autant enregistrer ce que t'as gagné, les convertir en quelque chose de safe, du stablecoin, et une fois que tu auras trouvé une solution pour la fiscalité, bah tu pourras les virer vers le compte liberté financière. Mais là c'est dommage, je trouve que ça devient un peu dangereux. Et que tu aurais le seum, en fait, si jamais il y a un mini crack et que tu perds tout ça. Et la deuxième technique pour justement ne pas payer d'impôts tout en profitant, c'est ce qu'on appelle les crédits lombards crypto. Et là, ça va peut-être t'intéresser, et ça va peut-être intéresser d'autres personnes qui ont une certaine position avec une certaine plus-value sur leur portefeuille crypto. Tu vas en fait prendre un crédit lombard de base, pardon, c'est un crédit traditionnel où une banque va te donner de l'argent avec un taux d'intérêt que tu vas devoir rembourser. Mais en échange, tu mets un actif ou des actifs sous garantie, en gage en fait. Donc par exemple, t'as 1 million d'euros d'actions, tu vas les donner à la banque, enfin tu en gardes la propriété. Mais la banque va les prendre en garantie et en échange, je simplifie, elle va te donner 1 million d'euros en cash que tu vas pouvoir investir, par exemple, et que tu vas rembourser en fait tout simplement. C'est un prêt que tu vas rembourser traditionnellement. Et à la fin du prêt, bah t'as pu profiter du cash du prêt et en plus t'as gardé tes positions avec leur plus-value sans aucune fiscalité. Et tout récemment, il y a une mode maintenant qui s'est lancée, c'est les crédits lombards crypto, parce que la régulation, surtout en France et en Europe, a bougé positivement dans ce sens, et donc clairement tu peux l'utiliser. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner en fait tes Solana, tu vas plutôt les convertir en USDT ou en USDC par exemple, tu vas les donner en garantie à une banque, qui va te donner un prêt à peu près équivalent en termes de valeur, on y revient tout de suite, que tu vas pouvoir investir en fait sur ton portefeuille liberté financière, tu vas en profiter en investissant, tu vas rembourser avec un taux d'intérêt qu'on va aussi voir, et quand tu auras remboursé ton prêt, tu auras investi en fait sur ton portefeuille l'équivalent de ce que tu as en crypto, et tu auras conservé ta crypto avec sa plus-value sans aucune fiscalité. Et tu fais ça en fait virtuellement à l'infini, c'est un cheat code. À chaque fois que tu finis de rembourser ton prêt, t'en reprends un autre sur la même valeur et t'investis. Et tu refais ça, tu prends par exemple un prêt sur 4 ans, sur 5 ans, en fonction de ton épargne. Et là, t'as un cheat code infini. Tiens, je te montre, tu vas voir. Donc là, par exemple, tu as 36 000 euros de Solana. Alors on va aller sur une plateforme qui s'appelle Legacy. Alors je suis pas du tout affilié à cette plateforme, je ne la connais pas, je ne la recommande pas, c'est juste la première plateforme que j'ai trouvée en fonction avec mes recherches. Je sais qu'il y en a d'autres, donc c'est pas du tout un conseil d'utiliser cette plateforme, hein. C'est juste on va utiliser les chiffres en fait pour mieux t'expliquer le concept. Si on descend ici, ok, donc sécurisez vos prêts avec des ratios LTV adaptés. Donc LTV, c'est loan to value, c'est-à-dire la valeur du prêt que tu vas pouvoir prendre par rapport à la valeur des actifs que tu mets en garantie. Un exemple tout con, le Bitcoin a une LTV de 40%. C'est-à-dire que si tu donnes en garantie sur cette plateforme 100 000 euros de Bitcoin, ils vont pouvoir te donner 40 000 euros un prêt de 40 000 euros. Alors c'est jamais 100% parce que évidemment les actifs, bah ça bouge, la valeur peut bouger. Donc tu peux pas leur donner 100 000 euros de Bitcoin et eux ils vont te donner 100 000 euros de prêt et que demain il y a un crack et que le Bitcoin perd 90% de sa valeur et que la banque se retrouve avec rien. Donc il y a toujours une marge de manœuvre en faveur de la banque et plus l'actif est risqué, plus la LTV va être basse, tu vois. Par exemple Solana, tu as une LTV de 20%. Donc là si tu vas donner tes 30 000 euros de Solana à la plateforme, bah ils vont juste te donner 5 ou 6 000 euros, tu vois. Alors, ce qui nous intéresse ici, ça va être les stablecoins. Si tu leur donnes du USD Coin, ils vont te donner un prêt à hauteur de 80%. Donc toi, on a dit que tu avais 36 000 euros de Solana. Donc si tu prends 36 000 euros et que tu convertis en stablecoin et que tu leur donnes... Pardon, j'ai oublié les pourcentages.
Donc si tu donnes à la banque tes 36 000 euros d'USDC que tu auras converti, donc là on n'est pas encore fiscalisé, puisque tu les as convertis dans une autre crypto, tu leur donnes 36 000 euros d'USDC, ils vont te donner 28 800 euros de prêt. Donc ces 28 800 euros de prêt, tu vas pouvoir les investir de manière complètement défiscalisée sur ton portefeuille liberté financière. Tu n'auras pas payé d'impôt. Tu auras dégagé la plus-value de ta position Solana, tu l'auras investi, tu n'auras pas payé d'impôt, et en plus, tu auras gardé la valeur de tes cryptos. Les taux d'intérêt, et ça c'est le deuxième screen, taux d'intérêt, donc en euros, tu es à 4,12. Donc on va faire une petite simulation, donc tu es à 4,12% par an. Si je vais ici et que je rajoute un prêt, ok, et que je l'appelle Lombard Crypto. Donc on a dit qu'on empruntait combien? On allait emprunter 28 000 euros avec à 4,12. Donc on va faire ça. Donc on va imaginer pas de taux d'assurance, pas de frais de dossier, rien. On va mettre sur 5 ans, 28 000 euros. On va rajouter le prêt. Ok. Donc là on va voir le détail. Qu'est-ce qu'on a ici? Regarde. Donc tu as pris un capital de 28 000 euros. Le coût total de l'emprunt, avec les intérêts, il est de 3 000 euros. Donc en fait, si tu avais vendu tes 28 000 euros, si tu les avais revendus, tes cryptos, et que tu devais payer de la fiscalité, t'as probablement à 30%, bah tu vas payer 9 000 euros de TVA, d'impôt en fait sur ta plus-value. Tu vas payer 9 000 euros d'impôt. Alors que ici, le coût, si on veut comparer, il est de 3 000 euros, donc il est quasiment 3 fois moins. Et en plus, tes impôts, tu les payes en une fois à la fin de l'année. Là, tu as 3 000 euros d'intérêt à payer échelonné mensuellement sur 5 ans. Donc, non seulement ça te revient moins cher, tu profites de la plus-value, il n'y a pas d'impôt, et tu gardes en fait tes actifs. Tu ne les revends pas, parce que quand tu as fini de payer ton prêt, bah, les actifs, tu les as toujours. Donc, tu as profité de la plus-value et tu as gardé tes actifs. Et c'est un cheat code que tu peux faire à l'infini, en tout cas tant que tu n'as pas trouvé de solution style expatriation par exemple, pour éviter en fait l'imposition sur ces plus-values. Donc le crédit Lombard Crypto, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser. En tout cas, j'ai dit un œil, ça peut être intéressant pour toi, et n'hésite pas à me tenir au courant pour voir ce que ça donne. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Globalement, c'est très simple, c'est bien ficelé, bien adapté. Tu respectes en fait les critères que tu mets. Bon, je t'ai un peu challengé sur l'objectif. À toi de voir ensuite, en fonction de ta situation personnelle, si ça t'intéresse ou non. J'espère t'avoir aidé avec les cryptos, notamment sur cette partie de crédit Lombard Crypto. Mais donc voilà. En tout cas, continue. Félicitations. Tu es sur la bonne voie. Et voilà pour cette deuxième analyse. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle vous a plu à tous. Toute l'audience qui regarde cette vidéo. J'espère que vous aurez pu prendre quelques conseils. Ça reste mon avis personnel, évidemment. Ce n'est pas du conseil en investissement. Et si vous aussi, ça vous intéresse qu'on analyse vos portefeuilles, il suffit de remplir encore une fois le formulaire qui est dans la description. Et si, comme Natsuko, vous voulez suivre votre patrimoine, vos actifs, faire de l'analyse financière un peu plus poussée sur les actions, vous pouvez utiliser Invest. C'est notre plateforme qu'on a créée, donc qui est une des plus complètes actuellement sur le marché. Le lien est dans la description. Il y a aussi un forum où on peut discuter entre membres, s'entraider, s'élever, se challenger parfois. Le lien est dans la description. Allez, salut!